on voit comment la tâche phénoménologique que Husserl se fixera bien plus tard est liée du plus profond de ses possibilités et de ses impossibilités au destin de la philosophie occidentale tel qu'il est établi depuis le XIXe siècle. Elle essaye en effet d'ancrer les droits et les limites d'une logique formelle dans une réflexion de type transcendantal et de lier d'autre part la subjectivité transcendantale à l'horizon implicite des contenus empiriques qu'elle seule a la possibilité de constituer, de maintenir et d'ouvrir par des explications infinies. Mais peut-être n'échappe-t-elle pas au danger qui menace avant même la phénoménologie toute entreprise dialectique et la fait toujours basculer de gré ou de force dans une anthropologie. Il n'est sans doute pas possible de donner valeur transcendantale au contenu empirique ni de les déplacer du côté d'une subjectivité constituante, sans donner lieu, au moins silencieusement, à une anthropologie, c'est-à-dire à un mode de pensée où les limites de droit de la connaissance et par conséquent de tout savoir empirique sont en même temps les formes concrètes de l'existence telles qu'elles se donnent précisément dans ce même savoir empirique. Les conséquences les plus lointaines et pour nous les plus difficiles à contourner de l'événement fondamental qui est survenu à l'épistème occidental vers la fin du XVIIIe siècle, pouvant se résumer ainsi. Négativement, le domaine de forme pure de la connaissance s'isole, prenant à la fois autonomie et souveraineté par rapport à tout savoir empirique, faisant naître et renaître indéfiniment le projet de formaliser le concret et de constituer envers et contre toutes des sciences pures, positivement les domaines empiriques se liant à des réflexions sur la subjectivité, l'être humain et la finitude, prenant valeur et fonction de philosophie, aussi bien que de réduction de la philosophie ou de contre-philosophie.
chapter 8. Travail, vie, langage. Number 1, les nouvelles empiricités. Voilà que nous nous sommes avancés bien loin au-delà de l'événement historique qu'il s'agissait de situer. Bien loin au-delà des bords chronologiques de cette rupture qui partage en sa profondeur l'épistème du monde occidental et isole pour nous le commencement d'une certaine manière moderne de connaître les empiricités. C'est que la pensée qui nous est contemporaine et avec laquelle, bon gré, mal gré, nous pensons se trouve encore largement dominée par l'impossibilité, mise au jour vers la fin du XVIIIe siècle, de fonder les synthèses dans l'espace de la représentation et par l'obligation corrélative, simultanée, mais aussitôt partagée contre elle-même, d'ouvrir le champ transcendantal de la subjectivité et de constituer inversement au-delà de l'objet ces quasi-transcendantaux que sont pour nous la vie, le travail, le langage. Pour faire surgir cette obligation et cette impossibilité dans l'apprêté de leur irruption historique, il fallait laisser l'analyse courir tout au long de la pensée qui trouve sa source en une pareille béance. Il fallait que le propos redouble activement le destin ou le pente de la pensée moderne pour atteindre finalement son point de rebroussement. Cette clarté d'aujourd'hui, encore pâle mais peut-être décisive, qui nous permettent, sinon de contourner entièrement, de moins de dominer par fragments et de maîtriser un peu ce qui, de cette pensée formée au sol de l'âge moderne, vient encore jusqu'à nous investit et sert de sol continu à notre discours. Cependant, l'autre moitié de l'événement, la plus importante sans doute, car elle concerne en leur être même, en leur enracinement, leur positivité sur lesquelles s'accrochant nos connaissances empiriques et rester en suspens. Et c'est elle qu'il faut maintenant analyser.
dans une phase première, celle qui chronologiquement s'étend du 1775 à 1795. Et donc on peut désigner la configuration à travers les œuvres de Smith, de Jusso et de Wilkins. Les concepts de travail, d'organisme et de système grammatical ayant été introduits ou réintroduits avec un statut singulier. Dans l'analyse des représentations et dans l'espace tabulaire, où celle-ci jusqu'à présent se déployait. Sans doute, leur fonction n'était-elle encore que d'autoriser cette analyse, de permettre d'établissement des identités et des différences, et de fournir l'utile comme l'un qualitatif d'une mise en ordre. Mais ni le travail, ni le système grammatical, ni l'organisation vivante ne pouvaient être définis ou assurés par le simple jeu de la représentation, se décomposant, s'analysant, se récomposant et ainsi se représentant elle-même en un pur redoublement. L'espace de l'analyse ne pouvait donc manquer de perdre son autonomie. Désormais le tableau, cessant d'être le lieu de tous les ordres possibles, la maîtrise de tous les rapports, la forme de distribution de tous les êtres en leur individualité singulière, ne forme plus pour le savoir qu'une mince pellicule de surface. Les voisinages qu'il manifeste, les identités élémentaires qu'il circonscrit et dont il montre la répétition, les ressemblances qu'il dénoue en les étalant, les constances qu'il permet de parcourir ne sont rien de plus que les effets de certaines synthèses ou organisations ou systèmes qui siégeant bien au-delà de toutes les répartitions qu'on peut ordonner à partir du visible, l'ordre qui se donne au regard, avec le quadrillage permanent de ces distinctions, n'est plus qu'un scintillement superficiel au-dessus d'une profondeur. L'espace du savoir occidental se trouve prêt maintenant à basculer. La taxonomie dont la grande nappe universelle s'étalait en corrélation avec la possibilité d'un métissis et qui constituait le temps fort du savoir à la fois sa possibilité première et le terme de sa perfection, va s'ordonner à une verticalité obscure. Celle-ci définira à loi des ressemblances, prescrira les voisinages
et les discontinuités fondera les dispositions perceptibles et décalera tous les grands déroulements horizontaux de la taxonomie vers la région où peut accessoire des conséquences. Ainsi, la culture européenne s'invente une profondeur où il sera question non plus des identités, des caractères distinctifs, des tables permanentes avec tout leur chemin et parcours possible, mais des grandes forces cachées, développées à partir de leur noyau primitif et inaccessible, mais de l'origine, de la causalité et de l'histoire désormais. Les choses ne viendront plus à la représentation qui, du fond de cette épaisseur retirée en soi, briller peut-être est rendu plus sombre par son obscurité, mais nouée fortement à elle-même, assemblée ou partagée, groupée sans recours par la vigueur qui se cache là-bas. En se fond, les figures visibles, leurs liens, les blancs qui les isolant selon leur profil, ils ne s'offriront plus à notre regard que tout composé, déjà articulé dans cette nuit, dans des cieux qui les fomentent avec le temps. Alors, et c'est l'autre phase de l'événement. Le savoir en sa positivité change de nature et de forme. Il serait faux, insuffisant surtout, d'attribuer cette mutation à la découverte d'objets encore inconnus, comme le système grammatical du sanskrit, ou le rapport dans le vivant entre les dispositions anatomiques et les plans fonctionnels, ou encore le rôle économique du capital. Il ne serait pas plus exact d'imaginer que la grammaire générale est devenue philologie, l'histoire naturelle, biologie et l'analyse des richesses, économie, politique, parce que tous ces modes de connaissance ont rectifié leur méthode, approché de plus près leur objet, rationaliser leurs concepts, choisi de meilleurs modèles de formalisation, bref, qu'ils se sont dégagés de leur préhistoire par une sorte d'auto-analyse de la raison elle-même, ce qui a changé au tournant de siècles et subit une altération irréparable. C'est le savoir lui-même comme mode d'être préalable et
indivise entre le sujet qui connaît et l'objet de la connaissance. Si on s'est mis à étudier le coût de la production et si on n'utilise pas plus la situation idéale et primitive du troc pour analyser la formation de valeur, c'est parce qu'au niveau archéologique, la production, comme figure fondamentale dans l'espace du savoir, s'est substituée à l'échange, faisant apparaître d'un côté de nouveaux objets connaissables comme le capital et prescrivant de l'autre de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes comme l'analyse des formes de production. De même, si on étudie à partir de Cuvier, l'organisation interne des êtres vivants, et si on utilise pour ce faire les méthodes de l'anatomie comparée, c'est parce que la vie, comme forme fondamentale du savoir, a fait apparaître de nouveaux objets, comme le rapport du caractère à la fonction et de nouvelles méthodes, comme la recherche des analogies. Enfin, si Grimm et Bopp essayant de définir les lois de l'alternance vocalique ou de la mutation des consonnes, c'est parce que le discours comme mode du savoir a été remplacé par le langage qui définit des objets jusque-là inapparentes, des familles de langues où les systèmes grammaticaux sont analogues. Et prescrit des méthodes qui n'avaient pas encore été employées. Analyse des règles de transformation de consonnes et des voyelles. La production, la vie, le langage. Il ne faut point chercher des objets qui se seraient comme par leur propre poids et sous l'effet d'une insistance autonome, imposée de l'extérieur à une connaissance qui trop longtemps les aurait négligés. Il ne faut pas voir non plus des concepts bâtis peu à peu, grâce à de nouvelles méthodes, à travers le progrès des sciences marchant vers leur rationalité propre. Ce sont des modes fondamentaux du savoir qui, supportant en leur unité sans fissure la corrélation seconde, et dérivés de sciences et de techniques nouvelles, avec des objets inédits. La constitution de ces modes fondamentaux, elle est sans doute enfouie loin dans l'épaisseur de couches archéologiques. On peut, cependant, en déceler quelques signes à travers les œuvres de Ricardo pour l'économie, de Cuvier pour la biologie, de Bopp pour la philologie.
Part 2, Ricardo. Dans l'analyse d'Adam Smith, le travail devait son privilège au pouvoir qui lui était reconnu d'établir entre les valeurs des choses une mesure constante. Il permettait de faire équivaloir dans l'échange des objets de besoin dans l'étalonnage. Autrement, ou était exposé au changement ou soumise à une essentielle relativité. Mais un tel rôle, il ne pouvait l'assumer qu'au prix d'une condition. Il fallait supposer que la quantité de travail indispensable pour produire une chose fût égale à la quantité de travail que cette chose, en retour, pouvait acheter dans le processus de l'échange. Or, cette identité, comment la justifier? Sur quoi la fonder sinon sur une certaine assimilation, admise dans l'ombre plus que éclairée, entre le travail comme activité de production et le travail comme marchandise qu'on peut acheter et vendre. En ce second sens, il ne peut pas être utilisé comme mesure constante, car il éprouve autant de variations que la marchandise ou denrées avec lesquelles on peut le comparer. Cette confusion chez Adam Smith avait son origine dans la préséance accordée à la représentation. Toute marchandise représentait un certain travail, et tout travail pouvait représenter une certaine quantité de marchandises. L'activité des hommes et la valeur des choses communiquant dans l'élément transparent de la représentation. C'est là que l'analyse de Ricardo trouve son lieu et la raison de son importance décisive. Elle n'est pas la première à ménager une place importante au travail dans le jeu de l'économie. Mais elle fait éclater l'unité de la notion et distingue
pour la première fois d'une manière radicale. Cette force, cette peine, ce temps de l'ouvrier qui, s'achetant et se vendant, et cette activité qui est à l'origine de la valeur des choses. On aura donc d'un côté le travail coiffant les ouvriers, qu'acceptant ou que demandant les entrepreneurs et qui est rétribué par les salaires. De l'autre, on aura le travail qui extrait les métaux, produit les denrées, fabrique les objets, transporte les marchandises et forme ainsi des valeurs échangeables qui avant lui n'existaient pas et ne seraient pas apparues sans lui. Certes, pour Ricardo, comme pour Smith, le travail peut bien mesurer l'équivalence des marchandises qui passant par le circuit des échanges. Dans l'enfance des sociétés, la valeur échangeable des choses ou la règle qui fixe la quantité que l'on doit donner d'un objet pour un autre ne dépend que de la quantité comparative de travail qui a été employé à la production de chacun d'eux. Mais la différence entre Smith et Ricardo est en ceci. Pour le premier, le travail, parce qu'il est analysable en journée de subsistance, peut servir d'unité commune à toutes les autres marchandises, dont les denrées nécessaires à la subsistance se trouvant elles-mêmes faire partie. Pour le second, la quantité de travail permet de fixer la valeur d'une chose, non point seulement parce que celle-ci était représentable en unité de travail, mais d'abord et fondamentalement parce que le travail comme activité de production est la source de toute valeur. Celle-ci ne peut plus être définie comme à l'âge classique, à partir du système total des équivalences et de la capacité que pouvant avoir les marchandises de se représenter les unes les autres. La valeur a cessé d'être un signe. Elle est devenue un produit. Si les choses valent autant que le travail qu'on y a consacré, ou si de moins leur valeur est en proportion de ce travail,
Ce n'est pas que le travail soit une valeur fixe, constante, échangeable sur tous les cieux et en tous les temps. C'est parce que toute valeur, quelle soit, tire son origine du travail. Et la meilleure preuve en est que la valeur des choses augmente avec la quantité de travail qu'il faut leur consacrer si on veut les produire. Mais elle ne change pas avec l'augmentation ou la baisse des salaires contre lesquels le travail s'échange, comme toute autre marchandise circulant sur les marchés, s'échangeant les unes contre les autres. Les valeurs ont bien encore un pouvoir de représentation, mais ce pouvoir, elles le tirent d'ailleurs de ce travail plus primitif et plus radical que toute représentation et qui par conséquent ne peut pas se définir par l'échange. Alors que dans la pensée classique, le commerce et l'échange servant de fond indépassable à l'analyse des richesses. Et c'est ici même encore chez Adam Smith, où la division du travail est commandée par les critères du troc. Depuis Ricardo, la possibilité de l'échange est fondée sur le travail. Et la théorie de la production désormais devra toujours précéder celle de la circulation. De là, trois conséquences qu'il faut retenir. La première, c'est l'instauration d'une série causale qui est d'une forme radicalement nouvelle. Au XVIIIe siècle, on n'ignorait pas, loin de là, le jeu des déterminations économiques. On expliquait comment la monnaie pouvait fuir ou affluer, les prix montaient ou baisaient, la production s'accroître, stagner ou diminuer. Mais tous ces mouvements étaient définis à partir d'un espace en tableau où les valeurs pouvaient se représenter les unes les autres. Les prix augmentaient lorsque les éléments représentants croissaient plus vite que les éléments représentés. La production diminuait lorsque les instruments de représentation diminuaient par rapport aux choses à représenter, etc. Il s'agissait toujours d'une causalité circulaire et de surface puisqu'elle ne concernait jamais que les pouvoirs réciproques de l'analysant et de l'analyser. À partir de Ricardo, le travail décalé par rapport à la représentation et s'installant dans une région où elle n'a plus prise,
s'organise selon une causalité qui lui est propre. La quantité de travail nécessaire pour la fabrication d'une chose ou pour sa récolte ou pour son transport et déterminant sa valeur dépend des formes de production. Selon le degré de division dans le travail, la quantité et la nature des outils, la masse de capital dont dispose l'entrepreneur et celle qu'il a investi dans les installations de son usine, la production sera modifiée. Dans certains cas, elle sera coûteuse. Dans d'autres, elle la sera moins. Mais comme dans tous les cas, ce coût, salaire, capital et revenu, profit est déterminé par du travail déjà accompli et appliqué à cette nouvelle production. On voit naître une grande série linéaire et homogène qui est celle de la production. Tout travail a un résultat qui, sous une forme ou sous une autre, est appliqué à un nouveau travail dont il définit le coût. Et ce nouveau travail, à son tour, entre dans la formation d'une valeur, etc. Cette accumulation en série rompt pour la première fois avec les déterminations réciproques qui surjouent dans l'analyse classique des richesses. Elle introduit par le fait même la possibilité d'un temps historique continu. Même si, en fait, comme nous le verrons, Ricardo ne pense l'évolution à venir que sous la forme d'un ralentissement et, à la limite, d'une suspense totale de l'histoire, au niveau des conditions de possibilité de la pensée. Ricardo, en dissociant formation et représentativité de la valeur, a permis l'articulation de l'économie sur l'histoire. Les richesses, au lieu de se distribuer en un tableau et de constituer par là un système d'équivalence, d'organisant et s'accumulant en une chaîne temporelle, toute valeur se détermine non pas d'après les instruments qui permettent de l'analyse, mais d'après les conditions de production qui l'ont fait naître. Et au-delà encore, ces conditions sont déterminées par des quantités de travail appliquées à les produire. Avant même que la réflexion économique soit liée à l'histoire des événements ou des sociétés en un discours explicite, l'historicité a pénétré, et pour longtemps sans doute, et la mode
d'être de l'économie. Celle-ci, en sa positivité, n'est plus liée à un espace simultané des différences et d'identité, mais au temps de production successif. Quant à la seconde conséquence, non moins décisive, elle concerne la notion de réalité. Pour l'analyse classique, la réalité était définie par rapport aux besoins. On admettait que la réalité s'accentuait ou se déplaçait à mesure que les besoins augmentaient ou prenaient des formes nouvelles. Pour ceux qui ont faim, réalité de blé. Mais pour les riches qui fréquentent le monde, réalité de diamant, cette réalité. Ces économistes du XVIIIe siècle, qu'ils fussent physiocrates, ou n'en pensaient que la terre, ou le travail de la terre, permettait de la surmonter, au moins en partie. C'est que la terre a la merveilleuse propriété de pouvoir couvrir des besoins bien plus nombreux que ceux des hommes qui la cultivent. Dans la pensée classique, il y a réalité parce que les hommes se représentant des objets qu'ils n'ont pas. Mais il y a richesse parce que la terre produit en une certaine abondance des objets qui ne sont pas aussitôt consommés et qui peuvent alors en représenter d'autres dans les échanges et dans la circulation. Ricardo invers les termes de cette analyse. L'apparente générosité de la terre n'est due en fait qu'à son avarice croissant. Et ce qui est premier, ce n'est pas le besoin et la représentation du besoin dans l'esprit des hommes. C'est purement et simplement une croissance originaire. Le travail, en effet, c'est-à-dire l'activité économique, n'est apparu dans l'histoire du monde que du jour où les hommes se sont trouvés trop nombreux pour pouvoir se nourrir des fruits spontanés de la terre. N'ayant pas de quoi subsister, certains mouraient et beaucoup d'autres seraient morts s'ils ne s'étaient mis à travailler la terre. Et à mesure que la population se multipliait, de nouvelles franges de la forêt devaient être abattues, défrichées et mises en culture à chaque instant de son histoire. L'humanité ne travaille plus
que sous la menace de la mort. Toute population, si elle ne trouve pas de ressources nouvelles, est vouée à s'étendre. Et inversement, à mesure que les hommes se multiplient, ils s'entreprenant des travaux plus nombreux, plus lointains, plus difficiles, moins immédiatement fécondes, le surplomb de la mort se faisant plus redoutable dans la proportion où les subsistances nécessaires devenant plus difficiles d'accès. Le travail, inversement, doit croître en intensité et utiliser tous les moyens de se rendre plus prolifique. Ainsi, ce qui rend l'économie possible et nécessaire, c'est une perpétuelle et fondamentale situation de réalité. En face d'une nature qui par elle-même est inerte et, sauf pour une part minuscule, stérile, l'homme risque sa vie. Ce n'est plus dans les jeux de la représentation que l'économie trouve son principe, mais du côté de cette région périlleuse où la vie s'affronte à la mort. Il renvoie donc à cet ordre de considération assez ambigu qu'on peut appeler anthropologique. Il se rapporte en effet aux propriétés biologiques d'une espèce humaine, dont Malthus, à la même époque que Ricardo, a montré qu'elle tend toujours à croître si on n'y porte remède en contrainte. Il se rapporte aussi à la situation de ces êtres vivants qui risquent de ne pas trouver dans la nature qui les entoure de quoi assurer leur existence. Il désigne enfin dans le travail et dans la dureté même de ce travail le seul moyen de nier la carence fondamentale et de triompher un instant de la mort. La positivité de l'économie se loge dans ce cru anthropologique. L'homo economicus, ce n'est pas celui qui se représente ses propres besoins et les objets capables de les assouvir. C'est celui qui passe et use et perd sa vie à échapper à l'imminence de la mort. C'est un être fini, et tout comme depuis Kant, la question de la finitude est devenue plus fondamentale que l'analyse des représentations, celles-ci ne pouvant plus être que dérivées par rapport à celle-là. Depuis Ricardo, l'économie repose d'une façon plus ou moins explicite sur une anthropologie qui tente d'assigner à la finitude des formes concrètes l'économie du XVIIIe siècle, était en rapport un mathésis comme science générale de tous les ordres possibles. Celle du XIXe siècle sera référée à une anthropologie comme discours
sur la finitude naturelle de l'homme. Par la fait même, le besoin, le désir, se retirant du côté de la sphère subjective, dans cette région qui, à la même époque, est en train de devenir l'objet de la psychologie. C'est là précisément que dans la seconde moitié du XIXe siècle, les marginalistes iront rechercher la notion d'utilité. On croira alors que Condillac ou Graslin ou Fort-Bonnet étaient déjà des psychologistes puisqu'ils analysaient la valeur à partir du besoin. Et on croira de même que les physiocrates étaient les premiers ancêtres d'une économie qui, à partir de Ricardo, a analysé la valeur à partir des coûts de production. En fait, c'est qu'on sera sortir de la configuration qui rendait simultanément possible Quesnay et Condillac. On aura échappé au règne de cette épistème qui fondait la connaissance sur l'ordre des représentations et on sera entré dans une autre disposition épistémologique, celle qui distingue non sans les référer l'une à l'autre, une psychologie des besoins représentés et une anthropologie de la finitude naturelle.